tous et bienvenue dans notre 6e Café Pallia consacré aujourd'hui à la douleur. Je suis Emmanuelle Potin, la nouvelle déléguée générale de la Fondation Clariane. Je prends le relais de Marianne Fourier. Et comme vous le savez, les Cafés Pallia sont votre rendez-vous digital mensuel proposé par la Fondation Clariane pour aborder les problématiques de fin de vie et ainsi accompagner les soignants qui y sont régulièrement confrontés. Nous sommes avec le docteur Grange qui répondra dans quelques minutes à toutes nos questions sur le thème de la douleur. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. Mais avant cela, nous accueillons le docteur Kabirian, qui est la directrice médicale Clariane France, notre grand témoin du jour, et qui va nous parler du grand temps fort dédié aux soins palliatifs chez Clariane en France. Bonjour Emmanuel et merci pour cette invitation. Je pense que c'est important qu'on puisse remettre un petit peu dans le contexte ce temps fort. Il est important qu'on puisse à un moment donné au sein de Clariane démontrer notre engagement vis-à-vis de nos patients, de nos résidents, de nos familles, des aidants et aussi les professionnels. Donc dans ce cadre-là, nous avons travaillé sur 2 grands axes. Ces 2 grands axes sont dans un premier temps, c'est comment on souhaiterait mettre en avant notre accompagnement auprès des patients et des résidents. Et le deuxième axe qui est de quelle manière on essaye de démontrer notre engagement en aidant les établissements à décliner l'ensemble des actions au sein des établissements. Cette feuille de route, en tout cas que nous avons identifiée collectivement avec bien évidemment une stratégie médicale, direction de marketing, direction donc de réglementation, de juridique, l'ensemble des équipes, nous sommes là pour essayer d'accompagner les établissements qui puissent ancrer l'ensemble de leur action au sein des territoires. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous avons prévu des étapes donc d'accompagnement. Dans ces étapes, nous avons dans un premier temps l'idée de dire nous avons un important travail à faire, c'est améliorer la qualité de l'accompagnement dans nos établissements et bien sûr de faire de telle sorte qu'on puisse inscrire nos établissements dans la filière palliative de leur territoire en essayant de rendre visible et possible l'accès aux soins palliatifs. Donc, dans ce cadre-là, nous avons 4 objectifs. C'est améliorer le confort, donc de confort de la fin de vie des patients, des résidents, mais aussi améliorer l'accompagnement de nos professionnels dans l'application et l'accompagnement des proches et des aidants dans ce cadre-là. 4e objectif, comme d'habitude, comme en médecine, on doit démontrer l'efficacité de l'ensemble de nos actions. Donc, nous sommes au niveau du réseau dans ce cadre d'appropriation des documentations, de travail, des ateliers qui sont mis en place et bien sûr réaliser les actions sur lesquelles nous nous sommes engagés. Sur notre feuille de route, donc avec le temps fort qui commence au mois de mars, nous avons mis en place des ateliers, tout le travail donc des équipes pour la partie montée en compétences. Donc il y a des ateliers, par exemple sur les derniers instants de vie pour les familles, ateliers pour informer et former les professionnels donc autour de prise en charge palliative, mais aussi quelque chose en lien avec les prescripteurs internes et externes, d'où la réflexion que nous avons ensemble avec la mise en place des ateliers de pratique au niveau de nos établissements. L'ouverture des portes se fait vers les professionnels du terrain et au niveau des territoires, s'il y a des experts, on les invite, on échange avec eux et on arrive à atteindre cet objectif très important qui est de dire collectivement on doit s'assurer que tout au long de parcours de nos patients résidents, on donne de l'importance à leur parcours de vie jusqu'à la fin de vie. Et c'est pour cette raison que, par exemple, le 12 mars, nous avons eu donc un webinaire qui s'appelait « Bien accompagner les résidents de fin de vie et sa famille », qui a été animé par l'équipe direction médicale et juridique, et bien évidemment un autre webinaire qui est prévu le 20 mars à destination de la famille. Très bien. Merci, Dr Kabirian. On vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion de ce Café Pallia. Avec plaisir. Merci. Alors, Dr Grange, je me tourne vers vous car nous avons de nombreuses questions à vous poser.
il est question de la douleur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on peut définir la douleur? Alors, la douleur, on la définit comme une expérience sensorielle donc, et émotionnelle liée à une lésion organique, réelle, potentielle ou inexistante. Alors déjà, sensorielle, émotionnelle, c'est dire que la douleur, elle peut être physique, une sensation, et émotionnelle, elle peut être psychique. Et surtout en fin de vie, il y a quelque chose assez de fondamental de savoir est-ce que c'est du j'ai mal ou est-ce que c'est du je suis mal. Douleur physique, souffrance psychique. Et la douleur, c'est vraiment la priorité des priorités. Il y a Malraux qui disait la mort n'est pas une chose sérieuse, la souffrance oui. Les personnes qui sont confrontées à la maladie grave, ce qui demande en priorité, c'est de ne pas souffrir. C'est la priorité des priorités. Et justement, alors, comment est-ce qu'on peut différencier la souffrance et la douleur? Alors, par des échelles. Concernant les échelles, il y a plusieurs types d'échelles. Il y a les échelles quantitatives pour quantifier la douleur et il y a les échelles qualificatives pour qualifier la douleur. Et en fonction de comment je vais qualifier la douleur, si la personne elle nous dit c'est déprimant, c'est angoissant, on voit bien qu'il y a des éléments d'ordre psychique. Mais c'est très très important parce que les traitements ne sont pas les mêmes. On ne traite pas une douleur physique comme on traite une peur de mourir, une angoisse, une souffrance. Et donc, pour les soignants, il est très important de pouvoir donc, les identifier pour pouvoir que le médecin puisse donner le bon traitement. Oui. Et justement, donc, si on parle un petit peu plus de l'évaluation, vous avez commencé un peu à nous en parler, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'évaluation de la douleur? Alors, l'évaluation, c'est-à-dire on ne traite bien que des douleurs qui sont bien évaluées. Donc, c'est le temps prioritaire. Et ça, c'est souvent, donc, tout le monde peut évaluer la douleur. Les soignantes, l'infirmière, le médecin, quelquefois, il a peut-être moins de temps qu'une infirmière ou une aide-soignante. Et c'est pour ça que tout un chacun, tous les professionnels de santé doivent pouvoir évaluer la douleur. Alors, comme je disais, quantifier la douleur. Mais souvent, il y a des soignants qui disent « Ah ben j'ai évalué la douleur » parce qu'ils ont donné une note dans les échelles quantitatives. Celle qui est la plus souvent utilisée, c'est l'échelle numérique. En gros, c'est de demander à la personne « Votre douleur entre 0, absence de douleur, et 10, la douleur maximum imaginable, situez-moi votre douleur. » La personne dit 3, 17. Ce n'est pas tant le chiffre qui compte, même si c'est important, c'est la variation du chiffre en fonction de ce qu'on aura mis en place. Donc ça, c'est l'échelle quantitative, c'est celle qui est la plus souvent utilisée. Il y a aussi l'échelle EVA, c'est la petite réglette où on montre un petit curseur et on fait déplacer le curseur et puis il y a un chiffre derrière. Et puis il y a l'échelle donc verbale simple. Vous avez mal un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Quoi. Vous trouvez des mots, mais le problème, c'est que si le soignant n'utilise pas les mêmes mots, ça n'a pas la même valeur. Donc, celle qui est la plus utilisée, c'est l'échelle numérique. Mais quantifier la douleur n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des soignants qui nous disent « Ah ben voilà, moi j'évalue la douleur, il a mal à 7 sur 10. » Ça, on ne répond qu'à une seule question, il a mal combien? C'est l'intensité de la douleur. Mais il y a plein d'autres questions qu'il faut se poser. Il a mal où? Il a mal quand? Il a mal depuis quand? Il a mal pourquoi? Et donc, évaluer correctement la douleur d'un résident en EHPAD ou d'un patient, c'est de répondre à toutes ces questions. La localisation, le pourquoi de la douleur, le comment il a mal. Comment il a mal? Donc on a dit que déjà ça différenciait la douleur physique et la souffrance psychique, mais dans les douleurs physiques, ça permet aussi de différencier deux types de douleurs. Parce que dans les douleurs physiques, il y a deux types de douleurs. Il y a les douleurs par excès de nociception. Bon, c'est un terme, les soignants ou les médecins comprendront.
En fait, si par exemple je vous pince là, ça fait mal là. Oui. Hein. Et donc là, il y a des récepteurs qui ont enregistré le message douloureux parce qu'il y a eu un stimulus, pincé, une infection, une inflammation, une fracture, une tumeur qui comprime. Hein, ça favorise le passage du message douloureux. Et puis, il y a les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a les fibres qui conduisent la douleur, mais en permanence, il y a des fibres qui peuvent diminuer la douleur. D'accord. Des fibres qui conduisent la douleur et des fibres qui, en permanence, peuvent bloquer la douleur. C'est comme dans une voiture, il y a l'accélérateur et le frein. Donc, les douleurs neuropathiques, c'est 20% des douleurs. C'est important aussi de pouvoir les qualifier, ces douleurs neuropathiques. Et c'est des douleurs à type de brûlure, d'arrachement, et de temps en temps, il y a des décharges fulgurantes. Et là, il y a des traitements différents. Et puis, il y a les douleurs par excès de nociception, c'est 70% des douleurs. Et là, c'est les 3 paliers de l'OMS dont on pourra parler dans les traitements de la douleur tout à l'heure. Et on dit qu'on soulage 7 à 8 douleurs, mettons 8 douleurs sur 10 pour les douleurs de nociception. Elles sont plus faciles à traiter. Par contre, on soulage plus difficilement les douleurs neuropathiques parce que quelquefois on les a mal identifiées. Et encore une fois, il est important de les différencier parce que les traitements ne sont pas les mêmes. D'accord. Et quel type de traitement pour les douleurs neuropathiques? Alors, pour les douleurs neuropathiques, le fond douloureux permanent à type de brûlure, d'arrachement, ce sont les antidépresseurs. Le chef de file, c'est le Laroxyl. Et les décharges fulgurantes, les coups d'éclair, quand on se cogne le coude là, ça fait une décharge électrique. Ça, ce sont les antiépileptiques. Donc le Rivotril, le Lyrica, voilà, c'est 2 types de traitements qui marchent sur les douleurs neuropathiques. D'où l'importance de les identifier pour donner les bons traitements. Par contre, pour les douleurs de nociception, c'est les 3 paliers de l'OMS. Donc le premier palier, le chef de file, c'est le paracétamol. Tout le monde connaît le Doliprane, l'Efferalgan, paracétamol. Et pour l'adulte, on le donne à 1 gramme jusqu'à 4 par jour. Voilà. Le deuxième médicament dans le palier 1, ce sont les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène. Vous connaissez ibuprofène, non? Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Bon. Pas citer de marque, mais oui. Voilà, on ne doit pas citer de marque. Bon. Et puis, le troisième, c'est un des plus vieux médicaments, c'est l'aspirine. Voilà. Mais le chef de file, c'est vraiment le paracétamol. Donc, dans un premier temps, on donne le paracétamol jusqu'à la dose maximale, c'est-à-dire 4 grammes. Donc là, on est palier 1. Palier 1. Okay. Si le malade n'est pas soulagé par le palier 1, on passe au palier 2. Et le palier 2, c'est la codéine, c'est le tramadol, hein, et c'est essentiellement ces 2 médicaments, en sachant que le tramadol peut s'associer aussi au paracétamol, et la aussi peut s'associer au paracétamol. Le Codoliprane ou l'Efferalgan codéiné, c'est l'association de la codéine et du paracétamol. Et puis pareil pour le tramadol, ça peut s'associer aussi avec le paracétamol. Et puis il y a aussi les poudres d'opium avec l'Isalgi par exemple. Voilà, ça c'est le palier 2. Et si le malade n'est pas soulagé par le maximum de palier 2, on passe au palier 3. Le palier 3, ce sont les différents morphiniques. Donc, en gros, c'est le médicament que l'on connaît le plus, qui parle à tout le monde, c'est le Skénan pour le traitement de fond, et c'est l'Actiskénan pour les interdoses. Hein. C'est-à-dire, en gros, il y a le traitement de fond, et puis il y a la possibilité de donner un morphinique à libération plus rapide pour les épisodes douloureux. D'accord. Donc on voit bien l'importance de bien qualifier, mesurer et évaluer la douleur, et on comprend bien qu'on a différents degrés de réponse pour soulager ces différentes formes de douleur. Mais parfois, pour évaluer la douleur, eh bien, on est face à des patients qui ne parlent plus ou qui souffrent de graves troubles cognitifs. Dans ces cas-là, comment peut-on faire ?
Alors là, il y a des échelles comportementales. C'est-à-dire que, en fonction du faciès de la personne, les crispations, les cris, les pleurs, le mutisme, l'agitation, l'agressivité, tout ça, c'est des signes qui peuvent nous faire penser que la personne est douloureuse. Une échelle qui s'appelle l'Algo+, donc il y a 5 items, et en fonction de ça, c'est-à-dire que si la personne, elle est cotée à 2 sur 5, eh bien, c'est l'obligation de traiter pour la douleur. Et là, il y a un problème, c'est-à-dire que dans nos EHPAD, dans un établissement, tous les soignants connaissent ces comportements qui font penser que la personne est douloureuse. Ils notent, oui, crispé, cris, rétraction, position antalgique et tout ça. Mais quand dans un EHPAD, il y a une personne qui est agitée ou agressive, eh bien très souvent, ce n'est pas le traitement pour la douleur que l'on donne. C'est souvent l'aide-soignant qui dit « Attends, j'ai fait la toilette de Madame Michu, je me suis pris une gifle, elle m'a pincé, regarde, j'ai un hématome, là, maintenant c'est terminé, chacun son tour, voilà. » Elle est agressive, elle est agitée, et très souvent, on va demander au médecin plutôt s'il ne peut pas faire quelque chose pour l'apaiser, parce que c'est épouvantable, et on donne de l'Aldol, un neuroleptique. Donc ça va shooter la personne. Donc on va mettre une camisole chimique qui fera que la personne, mais elle est toujours douloureuse, puisqu'elle est agitée et agressive parce qu'elle était douloureuse. Et donc on oublie d'aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire qu'on a identifié que ce comportement laisse à penser que la personne est douloureuse, et on n'essaye pas un traitement antalgique. C'est-à-dire qu'on peut commencer par des petites doses, jusqu'à des petites doses de morphine, et on voit que peut-être que cette personne, qui était agressive et agitée, devient la plus gentille des mamies. Oui. Parce qu'elle était douloureuse, c'était sa façon d'exprimer sa douleur, et on est passé à côté, et en plus de ça, on n'a pas donné la bonne réponse, on a donné des neuroleptiques, plutôt d'essayer. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes agressives et agitées dans nos EHPAD sont douloureuses, mais si effectivement ça fait partie des critères de comportement qui nous laissent à penser qu'elle est douloureuse, cette personne, il faut essayer les traitements antalgiques. Si ça ne fait rien, après on voit, mais au moins d'essayer. Oui, donc d'où l'importance vraiment d'avoir aussi des échelles comportementales comme Algo+, pour mener cette évaluation. Et alors, quand est-ce qu'on doit évaluer la douleur? Est-ce qu'il y a une règle? Dès qu'un malade rentre dans un EHPAD, dès qu'un résident ou dès qu'un malade rentre dans un service hospitalier, on doit évaluer sa douleur. Voilà, c'est systématique. Et puis, c'est quelque chose qui doit se faire très régulièrement. A priori, bonjour madame, comment ça va? Et la nuit, comment ça s'est passé? On peut prendre pouls, tension, température, mais systématique. Et la douleur? Systématiquement, il faut poser la question. Parce que la douleur aiguë, c'est une douleur qui se voit. Mais la douleur chronique, c'est une douleur qui se recherche. Il faut aller au-devant de la douleur. Et donc, il faut poser la question. Et ça doit être un souci constant de tous les soignants de se préoccuper de la douleur. Et une fois que la personne nous dit qu'elle est douloureuse, décoder. J'ai mal? Je suis mal? La réponse. Et si c'est j'ai mal, douleur de nociception, douleur neuropathique. Il y a eu une étude au moment où l'hôpital sans douleur, nous, dans notre EHPAD, on avait fait une enquête et on avait demandé aux infirmières qui s'occupaient donc de résidents si les résidents dont ils avaient la charge étaient douloureuses. Ils disaient non, elle n'est pas douloureuse, non, elle n'est pas douloureuse. Ok. Et puis, on avait demandé à des élèves infirmières d'aller voir les patients, on les avait un peu briefés, pour demander aux résidents s'ils étaient douloureuses avec des échelles. Et on s'était aperçu d'un décalage très important entre ce que disait l'infirmière référente par rapport à la douleur du résident,
par rapport à ce que le résident Vous disait. Donc voilà, c'est un souci constant, la douleur. C'est la préoccupation. Et en soins palliatifs, c'est la priorité des priorités. Et question, vous avez déjà un peu commencé à répondre, mais donc alors est-ce qu'on arrive à soulager toutes les douleurs? Alors, ce que je disais, oui, en effet, tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des équipes bien formées, d'où l'importance de la formation. Hein, ça, c'est très important. On soulage 8 à 9 douleurs pour les équipes bien formées sur les douleurs de nociception, et on dit qu'on soulage 7 sur 10 pour les douleurs neuropathiques, mais globalement, on arrive à soulager quand même les douleurs physiques de façon importante maintenant, hein, si on sait manier les morphiniques, si on sait les utiliser correctement. Et là aussi, ça s'apprend. Ouais. Et puis, par contre, il reste la souffrance morale. Et quitter la vie, quitter son épouse, quitter ses enfants, ça reste quelque chose de douloureux. Et ça, on ne peut pas le gommer forcément, sinon on shoot la personne. Et donc, peut-être quitter la vie, la peur de mourir, eh ben, c'est aussi une douleur qui se crie, qui se pleure. Et donc, on est là aussi pour l'accompagner. Et donc, il ne faut pas non plus résumer toute la prise en charge de la douleur uniquement à des traitements médicamenteux, parce qu'il y a toutes les prises en charge non médicamenteuses, les bains thérapeutiques, la musicothérapie, la sophrologie, l'hypnose, le soutien d'une psychologue. Donc on verra là dans un deuxième temps la souffrance psychique, mais là on parle davantage de la douleur physique. Mais il y a plein d'autres méthodes qui sont non médicamenteuses. Une dernière question, justement, vous parliez du troisième palier des traitements, plus particulièrement les morphiniques. On peut avoir des craintes des effets secondaires de ces antidouleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, les morphiniques, c'est un grand problème. Parce que moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, je veux dire que nous, on avait le troïomètre à 0, excusez-moi, mais on avait peur de prescrire les morphiniques, parce qu'on nous avait dit que la morphine, ça donne des détresse respiratoires, ça donne de la dépendance, et on était en grande difficulté pour prescrire les morphiniques. Mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on voyait arriver des patients à l'unité douleur ou en soins palliatifs, on voyait des personnes qui étaient scotchées au palier 2. C'est-à-dire que les médecins, ils étaient restés donc à la codéine ou aux médicaments qu'on utilisait le plus à cette époque-là, c'est le diantalgique, qui n'existe plus, mais qui était l'antalgique le plus prescrit. Et les médecins n'osaient pas passer aux morphiniques. On avait peur, parce que la peur, justement, de ces problèmes, détresse respiratoire, dépendance, accoutumance et tout ça. Et là, c'est faux. C'est-à-dire que, moi, je vais vous donner une explication très simple par rapport à ça. C'est comme ça que j'ai compris. C'est pas une explication très scientifique, mais en gros, quand vous êtes douloureux, eh bien, les sites de la douleur sont ouverts. Si vous prenez de la morphine, il y a une affinité particulière où la morphine va être piégée dans les sites de la douleur et donc ne va pas se localiser au niveau des sites respiratoires et des sites neurologiques. Donc ne va pas donner de problème de détresse respiratoire et d'accoutumance. Mais si vous prenez de la morphine, si vous n'êtes pas douloureux, les sites de la douleur sont fermés, et c'est vrai que la morphine va se localiser au niveau des sites respiratoires et des sites neurologiques, et c'est vrai que la morphine peut donner des détresses respiratoires et de la dépendance, mais pas pour les personnes douloureuses quand on donne des doses adaptées à la douleur. Par contre, si vous donnez trop de morphine par rapport à la douleur, tous les sites de la douleur sont saturés, de nouveau la morphine est circulante. Voilà. Et donc il faut oser donner des antalgiques comme les morphines, et la bonne dose, c'est celle qui soulage le malade. Moi, quand je faisais des enquêtes et je posais la question, quelle est la dose maximum de morphine que vous utilisez, ça allait de 60, 120, voire 240 mg jour. Oui, mais nous, on a eu des malades où on a eu besoin de 6000 mg jour. Et cette personne, on l'avait opérée d'un poumon et elle me parlait comme je vous parle. Donc, c'est donner les bonnes doses pour soulager la douleur, hein, sans avoir des effets secondaires. Il ne faut pas confondre les effets secondaires avec les signes de surdosage.
Les effets secondaires de la morphine, c'est la constipation dans 90% des cas. Et il faut la prévenir à chaque fois qu'on donne de la morphine. C'est les nausées-vomissements au début de traitement, mais qui s'estompent. Et c'est la somnolence au début, parce que quand vous souffrez jour et nuit, la première chose que vous faites, c'est que vous dormez. Par contre, il ne faut pas confondre cette somnolence au début d'un traitement d'une personne vierge de morphine, d'une somnolence qui arrive secondairement. Ça peut être un signe de surdosage. Ça, c'est les effets secondaires. Par contre, les signes de surdosage, c'est en effet les clonies. Les clonies, c'est des petites contractions comme ça. Et puis, c'est des problèmes, en effet, de détresse respiratoire ou des problèmes neurologiques. Donc, voilà. Et ça, c'est un signe de surdosage. Voilà. Il ne faut pas confondre les effets secondaires de la morphine des surdosages. Et il ne faut pas avoir peur de la morphine. Merci Dr Grange pour cet éclairage sur la douleur et sa prise en charge. J'appelle pour la conclusion de notre grand témoin, le docteur Kadirian, qui va nous partager sa conclusion. D'abord, merci beaucoup pour ces explications qui ont été très, très didactiques et pédagogiques pour l'ensemble des professionnels et des équipes. Alors, moi, si tu permets, Claude, moi, je vois 3 messages clés. Donc, c'est premièrement, il faut préciser le type de la douleur. Douleur physique, douleur psychique. Il faut être capable de distinguer si c'est vraiment une douleur aiguë ou douleur chronique. Deuxième étape, évaluer correctement la douleur. Donc, cette évaluation doit être de façon systématique, réactive, à réévaluer les traitements. Mais surtout, il faut aussi tracer, parce que ça aussi, c'est vraiment important. Donc, il faut le tracer et aussi décider de type de traitement, comme tu l'as très bien dit et évoqué sur la partie médicamenteuse par palier avec les explications données. Néanmoins, effectivement, la partie non médicamenteuse, sur tout ce qu'on appelle en tout cas le traitement qui sont mis soit sur la partie fonctionnelle, soit sur la partie cognitive, soit sur la partie comportementale. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est respectons le besoin, volonté de nos patients, mais aussi leur rythme de vie pour pouvoir adapter et prendre en charge donc la douleur. En tout cas, la conviction que nous avons collectivement aujourd'hui, c'est de vraiment respecter la personne, de considérer la personne et pouvoir reconnaître en tout cas les besoins de la personne pour donner ce caractère unique dans nos modalités de prise en soin. En tout cas, merci pour cette invitation et merci pour ces explications. Merci, Dr Kadirian. Eh bien, maintenant, on va passer à l'annonce du prochain Café Pallia, le 7e, qui aura lieu le jeudi 4 avril. Comment prendre en charge la souffrance, avec Mathilde Trot, qui est psychologue et qui fait partie donc du pôle accompagnement Direction Médicale France. Tout à fait. Voilà, eh bien au 4 avril,